Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du calcul de la taille de l'échantillon et plus précisément du cas des estimations ponctuelles. Donc, pourquoi le cas des estimations ponctuelles, vous allez comprendre durant toute la vidéo. Donc, retrouvons-nous après le jingle. OK. En ce qui concerne la taille de l'échantillon, qu'est-ce qu'il faut savoir? Avant de se lancer dans une enquête, dans une étude de santé publique ou alors dans un projet, il est indispensable de connaître en fait le nombre de minimum de personnes qui vont nous permettre en fait d'avoir un résultat fiable, une marge d'erreur contrôlée et une bonne puissance statistique parce que c'est une notion sur laquelle on se base pour être sûr que les résultats qu'on souhaite divulguer à l'issue de l'analyse des données est suffisamment performante et reflète réellement la réalité. Donc pour cela, il faut donc connaître le nombre minimum de personnes parce qu'on parle de statistiques, on parle d'analyse sur des données qui ont été collectées sur plusieurs entités. Ça peut être des individus, ça peut être des choses, ainsi de suite. Donc le calcul donc, de la taille de l'échantillon repose donc sur plusieurs paramètres fondamentaux. Mais avant d'y arriver, je vous ai dit au début de la vidéo qu'en fait, ça, c'est une vidéo qui va parler en fait du calcul de la taille de l'échantillon pour les estimations ponctuelles. Donc, c'est pour vous tirer juste la sonnette d'alarme sur le fait que le calcul de la taille de l'échantillon dépend d'abord du type d'analyse que vous souhaitez faire. Donc, lorsqu'on souhaite faire les estimations ponctuelles, quand on parle d'estimations ponctuelles, les épidémiologistes et ceux qui travaillent dans les sciences sociales connaissent sûrement ce qu'on appelle le calcul des prévalences, le calcul d'une moyenne. Donc, on souhaite estimer une moyenne, on souhaite estimer un paramètre. C'est ça, en fait, les estimations ponctuelles. Donc, on estime un paramètre. Ça peut être la prévalence, ça peut être une valeur moyenne, peut-être la moyenne d'âge, et ainsi de suite. C'est donc dans ces cas-là, donc ce que nous allons voir dans cette vidéo se circonscrit uniquement dans ces cas-là. Donc, dans les prochaines vidéos, on va voir pour les analyses de régression et autres. Donc, on va voir plusieurs types de cas de calcul de la taille d'échantillon. Mais retenez déjà que d'entrée de jeu, lorsque vous pensez déjà à calcul de la taille de l'échantillon, pensez d'abord, en fait, j'ai affaire à quel type d'analyse. C'est un élément vraiment très primordial. OK, une fois qu'on connaît déjà l'analyse, dans notre cas, ce sont des estimations ponctuelles. Donc, on a maintenant quelques paramètres fondamentaux. Dans des autres vidéos, sur les autres analyses, on verra cela également. Mais pour le cas de l'estimation ponctuelle, on va voir les paramètres qu'il faut en général. Le premier paramètre par lequel on va commencer, c'est le niveau de confiance. Le niveau de confiance, c'est-à-dire le degré de certitude que l'on veut obtenir à nos résultats. Donc, ça correspond à la probabilité que la vraie valeur se retrouve dans un intervalle de confiance. Donc, c'est en général ça, le niveau de confiance. Et le plus souvent, on prend un niveau de confiance de 95%. Donc, pour être sûr que le résultat que j'obtiens là, c'est réellement ça. Donc, ou alors que le résultat que j'obtiens se situe bel et bien à 95% dans l'intervalle de confiance qu'on aura circonscrit. En gros, le plus souvent, le niveau de confiance sera à 95%, ce qui fait que le seuil de significativité, comme on va l'appeler, sera à 5%. Donc, lorsqu'on est à 95%, on utilise une valeur qui est la valeur de Z. C'est cette valeur-là qu'on va utiliser pour calculer la taille de notre échantillon, qui sera dans le 1,93. Mais lorsqu'on veut, si on est peut-être dans une analyse fragile, comme c'est souvent le cas dans plusieurs analyses au niveau de la santé, on peut avoir un niveau de confiance de 99%. Donc, si on veut un niveau de confiance de 99%, dans ce cas, la valeur de Z que nous allons utiliser sera de 2,58. Mais retenez déjà que dans la plupart des cas, c'est 1,16, c'est-à-dire 95% qu'on va utiliser. Je prends l'exemple et je répète encore, nous sommes dans le cadre des estimations ponctuelles. Donc, le plus souvent, c'est une des analyses les plus utilisées. Ensuite, on a la marge d'erreur. Donc, l'estimation souhaitée, la précision qu'on souhaite avoir autour de l'estimation, c'est ça qu'on appelle la marge d'erreur. Et elle représente donc l'écart maximal accepté entre le résultat obtenu sur l'échantillon et la valeur réelle sur la population. Donc, avec une marge d'erreur de 5%, c'est-à-dire E égale à 0,5, donc, c'est-à-dire que les résultats peuvent être variés autour de 5%. Donc, ça, c'est l'écart qu'on peut se donner. Bon, le plus souvent,
Cet écart-là peut dépendre de la revue de la littérature aussi. Donc, on dit plus la marge d'erreur est petite, plus la taille de l'échantillon est grande. Parce que plus la marge d'erreur est grande, plus la taille de l'échantillon est petite. Parce qu'on est sûr à 100% en fait de notre pourcentage. Donc, le plus souvent, cette donnée-ci, vous pouvez en fait vous inspirer. Donc, ça peut aller à 6. Vous pouvez augmenter le pourcentage ou alors le diminuer. Mais on se sert le plus souvent d'utiliser 5% et on se sert de la revue de la littérature lorsqu'on souhaite changer cette valeur. Donc, comme nous sommes dans le cadre en fait des estimations ponctuelles, il y a ce qu'on appelle la proportion attendue. Voilà la prévalence attendue. Si je vais estimer un paramètre, il y a une valeur à laquelle je m'attends. C'est la proportion. C'est vrai que quand on parle d'estimation ponctuelle, on a affaire à deux types d'analyses. Si ce sont des analyses qualitatives, on va parler de proportion. Par exemple, on veut peut-être estimer la prévalence du VIH ou alors du paludisme dans une zone donnée, quelle est la taille de l'échantillon qu'on a constitué. Donc, on peut s'attendre peut-être d'après la revue de la littérature que la prévalence en fait au niveau national est de 10%, un truc comme ça. Et dans le cas de l'analyse, on suppose en fait ces valeurs-là à partir de la revue de la littérature. Mais dans le cas de l'estimation ponctuelle toujours, mais quand on a plutôt à faire une moyenne, on n'aura pas besoin de la proportion, on aura plutôt besoin de l'écart type. Donc la proportion, c'est vraiment dans le cadre de l'estimation de la taille de l'échantillon lorsqu'on est dans une estimation ponctuelle, plus précisément dans une estimation d'un pourcentage, ce qu'on appelle encore la prévalence. Donc, ici, la prévalence, c'est ce qu'on a prévalence attendue. Donc, la prévalence qu'on s'attend à avoir à l'issue de l'analyse, c'est ce qu'on peut avoir ici. Et on peut l'avoir soit à partir de la revue de la littérature, soit à partir des études bref, des études antérieures, soit peut-être on a peut-être une étude ou une idée en fait de ça à partir des stats descriptifs par exemple. Donc bref, ça s'obtient à peu près. On peut globaliser cela à partir de la revue de la littérature. Donc lorsque vous n'avez pas des informations dessus, prenez par défaut 50%, c'est-à-dire 0,5. Donc après ça, maintenant, il y a un élément. Parce que tout ce que je viens de citer auparavant sont des éléments obligatoires. C'est si maintenant, le design de l'effet maintenant va varier en fonction de la manière avec laquelle vous avez échantillonné. Parce que vous savez, lorsqu'on voit les méthodes de l'échantillonnage, on peut faire des échantillonnages simples, comme on peut faire des échantillonnages en grappe. Donc, lorsqu'on fait un échantillonnage simple, le design effect, c'est-à-dire le facteur par lequel on va multiplier la taille de notre échantillon qu'on aura calculé à partir des paramètres qui sont avant, c'est ça dans le design de l'effet. Donc, si on a fait un échantillonnage simple, alors le design de l'effet sera 1. Mais si on a fait un échantillonnage en grappe, alors le design de l'effet sera 1,5. Donc, on va dire ce facteur corrige la taille de l'échantillon lorsqu'on utilise un plan d'échantillonnage complexe. Donc, ça permet en fait, parce que lorsqu'on fait un échantillonnage complexe, il y a des biais. Donc, pour corriger cela, il faut augmenter le nombre de participants. Voilà pourquoi on multiplie la taille de l'échantillon qu'on aura calculé à partir de tous les éléments précédents. On peut le multiplier par 1,5 si on a fait un échantillonnage en grappe. Ok, maintenant, on a aussi le taux de réponse. Le taux de réponse est important. Vous pouvez être dans une étude où vous savez que lorsqu'on va aller là-bas, le taux de réponse ne pourrait pas être 100%. C'est-à-dire que si je prends 10 participants, il n'y aura que 8 qui peuvent répondre normalement. Il y aura toujours 2 personnes qui ne vont pas bien répondre. Et c'est important de prendre ça en compte parce que la taille de l'échantillon que vous avez défini depuis le début, c'était pour atteindre un niveau de précision spécifique. Par exemple, le niveau de précision de 80%, pour avoir une puissance de 80%. Si vous voulez atteindre ce niveau de précision-là, pour que votre taille d'échantillon soit suffisamment adaptée pour pouvoir mieux vous aider à estimer votre prévalence, il faut vous rassurer que la taille d'échantillon est exacte. Or, si vous vous doutez à un moment donné que le taux de réponse ne sera pas de 100%, il est donc très important en fait de tenir compte de cela dans le calcul de la taille de l'échantillon. Donc, je prends un exemple. Si on est sûr qu'il n'y a que 80% des personnes qui peuvent répondre dans cette zone-là, alors on va multiplier en fait encore où on va diviser en fait notre coefficient, c'est-à-dire notre taille de l'échantillon par ce coefficient-là. Par exemple, ici c'est 0,8, on va diviser par 0,8 pour augmenter la taille. Là, ça va permettre en fait de corriger le fait qu'il y aura les taux de les non-réponses. Donc, tout ça sont des éléments supplémentaires qu'on vient en fait pas faire le calcul de la taille de l'échantillon.
Donc, à la base, c'est pas obligé. En dehors, en fait, des trois éléments, donc l'élément sur le design des effets, le taux de non-réponse sont des éléments supplémentaires qu'on ajoute pour avoir une taille d'échantillon qui va vraiment nous permettre d'atteindre nos objectifs. OK. Ensuite, maintenant, on a la correction de la population finie, ce qu'on appelle encore la FPC. C'est très important. Pourquoi? Parce que des fois, vous pouvez travailler sur une étude où vous avez une population qui est petite. Donc, lorsque la population est petite, le calcul que vous avez vu là, vous allez voir que la plupart des données sont à peu près universelles. Donc, on peut se dire que pour la majorité des cas, pour ces données-là, on aura approximativement la même valeur. On va calculer, on aura peut-être des données standards, ça va donner peut-être 384. Mais comme on dit, mais quel est l'élément qui peut encore ajouter, qui peut modifier ça? C'est au cas où on connaît la taille de la population. Et le plus souvent, on a quand même une idée ou une estimation. Mais lorsqu'on connaît donc la taille de la population, c'est très important de pouvoir corriger en fait la valeur de la taille en utilisant cette formule. Donc, la formule qu'on a vue pour calculer, la formule qu'on a calculée à partir des paramètres de base, on va donc maintenant l'appliquer ici. C'est-à-dire le chiffre qu'on a obtenu, on va l'appliquer ici. Et c'est lorsqu'on l'applique ici qu'on a réellement la véritable taille de l'échantillon. C'est très important. Donc, on va faire un exemple et on va aller ici également sur Excel faire un exemple. On prend un exemple très simple. Bon, déjà, voici les formules de calcul. Pour la prévalence, vous avez N0 égale à Z carré, Z qui était notre niveau de confiance, P qui était la prévalence, E qui était la marge d'erreur pour la prévalence. Alors, j'ai dit que lorsqu'on avait une estimation ponctuelle pour la moyenne, on a plus la même chose parce que pour la moyenne, là, on n'a plus de proportion attendue. On a plutôt maintenant un écart type parce qu'on a affaire à une valeur quantitative. Comme on a affaire à une valeur quantitative, là, on n'a pas de proportion. On a plutôt un écart type et c'est l'écart type qu'on va utiliser. Donc, voilà les deux formules qui vont nous permettre en fait de calculer la taille de l'échantillon à partir des paramètres de base. Maintenant, c'est cette taille-là qu'on peut corriger à la fois à partir du design des effets, à partir de la FPC et à partir de notre troisième élément qu'on a vu tout à l'heure qui était le taux de non-réponse. Voici un exemple très simple pour vous permettre de très bien comprendre ça. On dit on veut estimer la prévalence du paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans dans un district. Le plan d'échantillonnage est un sondage en grappe village bas air. Donc, voilà un exemple. On dit voici les paramètres de base. On veut un niveau de confiance de 95%. Bon, ou alors, on ne nous a même pas donné un niveau de confiance. On ne nous a pas donné la marge d'erreur. Donc, on va considérer 95% de façon standard. La marge d'erreur 0,05. Bon, supposons que même la proportion ne nous a pas donné, on prend tout 0,5. Comme le plan d'échantillonnage est en grappe, ça veut donc dire qu'il y aura forcément un design des effets qui sera de 1,5. Parce que si ce n'était pas en grappe et que c'était un échantillonnage simple, alors dans ce cas-là, on devait prendre 1 et ça ne devait pas avoir d'effet, on ne devait même pas parler de ça. Maintenant, le taux de réponse attendu est de 80%. On suppose que dans la zone, il peut y avoir des personnes qui soient réticentes et qui ne répondent pas réellement. Donc, on suppose que le taux de réponse sera de 80, de 80%. La population maintenant, forcément, on connaît les enfants de 0 à 5 ans, on estime leur population à 1500 dans la zone. On veut donc calculer à partir de ces éléments, c'est quelle est la taille d'échantillon idéale. Qu'est-ce qu'on fait? On commence, puisqu'on a affaire à une proportion, on se rappelle de notre formule de proportion de calcul de la taille d'échantillon dans le cadre d'une étude de prévalence, qui est Z carré fois P, entre parenthèses, 1 moins P sur E carré, où Z était notre niveau de confiance. On a pris 1,96 parce qu'on a 95%. La proportion 0,5, ça fait 0,5 fois 0,5. Et l'erreur, la marge d'erreur qui est également 0,05 qui était 5%. Donc, on calcule et on a 384. Maintenant, on dit, une chose qu'il fallait que peut-être je n'ai pas précisé, c'est qu'on applique la FCP que lorsque la taille de l'échantillon, ce qu'on a calculé, est supérieure à 10% de la taille de la population. C'est très important. Donc, si je calcule ça et que c'est supérieur à 10% de la taille de la population, alors je vais appliquer la SPC quand je connais bel et bien la taille de la population. Bon, si je connais la taille de la population et que c'est pas supérieur à et que ce que je viens de calculer n'est pas supérieur à 10% de la taille de la population, je suis pas obligé d'appliquer la FPC. OK. Donc, c'est très important. Donc, je dois vérifier d'abord si la FPC doit s'appliquer. Est-ce que les 394 ici dépassent 10% de la population totale? Donc là, je vais venir diviser ça
et je vois que ça représente 25%. Donc, ça dépasse bel et bien les 10% de la population totale. Donc, je vais donc calculer ma FPC, c'est-à-dire recalculer ma taille d'échantillon en considérant en fait la taille de la population. C'est ce que je vais donc faire ici. Vous vous rappelez de la formule de la FPC, vous allez voir que ça va diminuer maintenant la taille. Donc, vous voyez que je vais appliquer là, en utilisant mon N0 qui est de 384. J'ai 306. Donc, on dit, comme le district ne contient que 1500 enfants, 1500 enfants, donc, pour avoir la précision qu'on a voulu, il faut absolument interroger plutôt 306 enfants. Vous voyez que si je ne vais pas appliquer la SPC, je devais aller à interroger 384 enfants et ça devait être tellement coûteux. Parce que c'est ce qu'il faut voir. Il faut voir tous ces paramètres-là lorsqu'on est en train de travailler. Ça devait être coûteux pour rien parce qu'il y a des personnes supplémentaires et qui ne garantissent même pas toujours la précision voulue. Maintenant, je peux ajouter le design de l'effet puisque on est dans un plan d'échantillonnage en grappe. Donc, le design de l'effet, je multiplie simplement par 1,5 et le taux de non-réponse, je divise par 0,8 et j'ai ma population totale. Donc, pour avoir le niveau de précision voulu et avec une taille d'échantillon une taille de la population de 1500, un taux de réponse de 80%, il me faut absolument une taille de la population, une taille d'échantillon qui soit de 574 pour répondre en fait à tous ces critères. Donc voilà comment est-ce qu'on calcule la taille de l'échantillon pour le cas d'une estimation ponctuelle, c'est-à-dire une estimation de moyenne ou alors une estimation de la prévalence, qui sont des cas d'études très fréquents dans le cadre de la santé et en sciences sociales. Donc, peu importe le domaine, lorsque il faut faire une estimation ponctuelle, je vous recommande d'utiliser cette formule-ci. Bon, maintenant, pour les cas de comparaison des moyennes, des régressions linéaires et autres, n'hésitez pas à vous abonner en fait sur notre page YouTube où on va produire des vidéos pour savoir comment est-ce qu'on les utilise. Bon, je vous ai promis un outil pratique, notamment Excel, qui va vous permettre de faire ça. Mais je rappelle que ce fichier Excel est un peu spécifique, un peu à la santé, notamment avec le calcul à taille échantillon dans le cadre de certaines études épidémiologiques. Donc, le fichier Excel sera constitué de deux principales feuilles. Il y a une feuille qui s'appelle STAR et une feuille qui s'appelle FPC, là où on applique la FPC proprement dite. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il prend en paramètre parce que pour l'utiliser, ce fichier Excel-ci, vous avez cette colonne verte ici où euh, vous allez modifier, c'est-à-dire vous allez changer les valeurs à l'intérieur. Donc ici, par exemple, le niveau de confiance, 1,96, ça c'est lorsqu'on est à 95%. Donc si vous voulez aller à 99%, vous pouvez simplement cliquer là, vous modifiez, vous mettez 2,58 par exemple. On a la marge d'erreur, tout à l'heure on était à 5%, donc vous pourrez aller peut-être à 2%, ça va dépendre de vous. Donc à 5%, on est à 0,05 qui est notre marge d'erreur. Bon, maintenant, on a la prévalence, parce que c'est dans le cadre d'une étude de proportion. Ça, c'est uniquement pour une étude de proportion qu'on a fait ce petit calcul-ci. Parce que la prévalence, quand même, c'est des études à peu près classiques en épidémiologie. Donc ici, vous avez la proportion attendue, ici est 0,5. Donc dans le cadre de votre étude, vous pourrez changer, si peut-être vous avez 0,4, ainsi de suite, vous changez ça ici. Donc maintenant, s'il n'y a pas, si vous êtes dans le cadre d'un échantillonnage simple, vous mettez 1. Vous mettez 1, il n'y a pas de souci. Ou alors, si vous avez une valeur, un taux de réponse, comme on a dit tout à l'heure, un taux de réponse qui est peut-être de 80%, ainsi de suite, vous mettez ici le taux de réponse. Si c'est de 100%, vous mettez 100%. Parce qu'en mettant 100%, la formule va mettre 1 et tout nombre divisé par 1 va donner la même valeur, donc il n'y aura pas de problème. Bon, maintenant, ici, c'est lorsque vous avez fait un plan d'échantillonnage, en fait, lorsqu'on fait en fait un plan d'échantillonnage en grappe et que on veut connaître la taille d'échantillon dans chacune des grappes. Là, on met maintenant le nombre de grappes ici. Sinon, s'il y a une seule grappe, vous mettez une seule grappe, il n'y aura plus de problème. Pourquoi? Voilà, si par exemple il y a 8 grappes, voici les 8 grappes là ici. Et le plus souvent, en fait, c'est le sexe et les tranches d'âge. Donc, pour chacune des grappes, on a mis peut-être les effectifs. Ici, c'est les effectifs dans chacune des grappes. Puisque j'ai envie de calculer la taille de l'échantillon dans chacune des grappes. Donc, dans la grappe, si j'ai mis 1, parce que 1, c'est représenter l'effectif d'une personne dans ça.
dans la population des personnes de 18 à 29 ans. Donc, on pourrait changer, on met ce qu'on veut. Donc, vous pouvez changer. Donc, j'ai mis 1, 2 jusqu'à 8 ici. Bon, ici permet de vérifier si la FPC peut être appliquée. Donc, est-ce que la FPC peut être appliquée? Vous allez voir ça ici. Donc, si la FPC peut être appliquée. Donc, si ça peut être appliqué, ça va effectuer automatiquement les calculs à partir de la taille de la population. Donc, ici maintenant, lorsque vous avez modifié tous les éléments, ici, ça nous donne le résultat des calculs. Donc, lorsque vous modifiez peut-être les éléments ici, si par exemple, ici, il met à 2, vous allez voir que ça ajuste automatiquement tout ici. Donc, ça va calculer la taille de l'échantillon initial. Donc, quand ça va calculer la taille de l'échantillon initial, à ce niveau-ci maintenant, euh, si s'il n'y a pas de FPC, ça va continuer simplement. S'il n'y a pas de FPC, c'est-à-dire ce n'est pas supérieur à 10%. Parce que quand c'est supérieur à 10%, ça va dire yes. Yes, comme vous voyez là. Si ça dit no, ça ne va pas appliquer la FPC. Bon, si ça dit no, on peut passer maintenant à la taille de l'effet en multipliant par 1,5, comme on a précisé ici. Ou alors, on peut simplement, ensuite, on va encore diviser par 0,8 parce qu'on a un taux de réponse qui peut varier. Or, maintenant, si la FPC est yes, ça va continuer plutôt d'abord ici. C'est-à-dire, on vient là, à ce niveau, et automatiquement, ça va calculer. Donc, automatiquement, comme ça a dit yes, ça va calculer, euh, ça va calculer les différents éléments. Ça va calculer une nouvelle valeur de P. Donc, vous voyez que ici, ça va calculer une nouvelle valeur de N autant pour moi. Et ça va recommencer, ça va continuer maintenant le travail. C'est-à-dire, s'il y a la FPC, ça va continuer. Vous m'excusez, le design de l'effet, c'est-à-dire le fait que soit, le fait que ce soit en grappe, ça va encore multiplier par 0,5 et ça va encore diviser par 0,8 au cas où il y a les taux de réponse. Il y a un taux de réponse qui est spécifié. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ici, c'est lorsqu'il n'y a pas de FPC appliqué et ici, c'est lorsqu'il y a la FPC qui est appliquée. Et automatiquement, ça va calculer la nouvelle valeur de N dans la FPC. Parce qu'il faut bien se rappeler que dans notre travail, dans notre travail ici, lorsque on avait calculé notre N0, il fallait vérifier si la FPC a appliqué avant d'appliquer les autres éléments. Mais sinon, si on a fait un échantillonnage simple, ça va remplacer ça par 1 et ça ne va pas changer notre taille initiale. Si on a un taux de réponse qui est 100%, alors ça ne va également pas changer. Et du coup, le 306 qu'on devait avoir ici au début devait être répété jusqu'à la fin et on ne devait pas avoir de problème. Donc là, je crois que j'ai très bien expliqué tout ce qu'il faut pour faire une estimation de la taille de l'échantillon dans le cadre d'une étude de prévalence ou de moyenne, notamment une étude d'estimation ponctuelle. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à commenter ou alors de nous écrire au numéro qui va s'afficher dans la description. Merci et à très bientôt.